C'est lundi, on accueille notre invité spécial, notre chroniqueur du lundi matin, Frédéric Bérard, qui est au bout du fil. Salut Fred. Salut Pascal. Hey Fred, faut que je te parle, t'es avocat, toi, d'abord et avant tout de formation, puis c'est sorti dans, dans les corps de métier où ça peut-être n'a pas les... ça les mœurs légères, je vais le dire comme ça, dans les parties de bureau. Est-ce que tu reconnais ton secteur d'activité? Écoute, moi, je vais à un party de Noël de bureau d'avocat par année, là, pas 50, avec mon échantillon est plutôt faible, mais je veux pas défendre personne, mais j'ai rien vu. Là. Personnellement, Non. là, peut-être que ce serait plus intéressant que je parte des rumeurs, moi aussi. Mais je te dirais que j'ai pas de matériel pour mousser l'affaire, mais je me suis dit, oui, on entend des choses qui... Puis là, je pense que ça s'est calmé quand même beaucoup depuis les MeToo, mais il y a plusieurs années à Montréal, je sais notamment qu'il y avait, en tout cas, il y a des histoires qui sont devenues publiques, là, ça je suis à l'aise d'en parler, mais il y avait des cabinets là, qui signaient des ententes, disons ça, avec certaines plaignantes, certaines victimes, et tout ça il est sorti sur la place publique là, il y a de ça quelques années, mais depuis quelques temps, franchement, moi, j'ai absolument rien entendu. Puis évidemment, mon cabinet est exempt de tout ça, tu auras compris. OK, là, on est allé dans ce qui était un petit peu plus sans consentement, du moins, là, ou moins de consentement. Mais bon, assurément que dans certains cas, il y a du consentement. Mais oui, c'était sorti, c'est vrai dans certains cabinets d'avocats. Je sais pas, les jobs peut-être à... Écoute, je défends pas du tout, là, tu comprendras dans mes propos, mais de ce que j'entends, tout ce qui est santé, tout ce qui est avocat, peut-être que c'est dans des jobs où il y a beaucoup de pression. Les gens sont déjà pas souvent à la maison. La connexion avec la maison puis les gens qu'on aime se fait moins. Je cherche pas à expliquer. Je cherche à comprendre pourquoi dans certains secteurs, les mœurs légères sont plus, sont plus légères que d'autres. C'est toi qui étudie en psychologie, donc c'est à toi de me dire, mais je pense aussi qu'il y a, Hey. je pense aussi qu'il y a peut-être un peu de, tu sais, comment je te dirais, à moins qu'il y ait une étude scientifique sur l'affaire, peut-être qu'on est dans le domaine du raconteur. On est dans les ragots, là. On est dans les Ce que je ragots. te disais tout à l'heure, là, il y a des trucs qui ont été démontrés publiquement, là, mais pour le reste, là, je ne sais pas à quel point on est justement dans le ragot ou dans la certitude. Mais chose certaine, je voulais pas te pointer du doigt dans Non. tout ça. Il y en a Je une. pensais pas viser. Il y en a une qu'on va pointer du doigt, par exemple, c'est Catherine Dorion de Québec solidaire, qui fait la manchette un peu partout ces temps-ci, parce qu'elle a sorti un livre quand même important où plusieurs personnes ont pris la peine de le lire puis d'être au courant de Tête brûlée. Catherine Dorion qui revient dans l'actualité avec ce roman-là qu'elle a écrit suite à la campagne électorale de 2018. Puis ça fait réagir même son équipe, Frédéric. Je t'explique, sur Twitter, sur X, dans les derniers jours, il y a Louis P. Bouliane qui, en 2018, s'est lancé dans l'aventure de coordonner les communications de la campagne de Catherine Dorion, qui s'est exprimé. Écoute, c'est un des plus longs tweets que j'ai vu de ma vie. Ça vient clairement du cœur, là, de ce que je comprends, c'est l'envers de la médaille à ce que Catherine Dorion raconte dans son livre. Mais il se dit vraiment, puis j'y ai parlé un peu ce matin rapidement, là, mais il se dit vraiment triste de tout ça, déçu aussi de plusieurs propos qui sont écrits dans Les Têtes brûlées, ce livre-là, puis même qui crie parfois un peu à la mauvaise information, l'information qui est biaisée. Puis lui, il a décidé de prendre Twitter pour s'exprimer là-dessus. Il voulait pas le faire publiquement, autre que par écrit, parce qu'il disait que c'était assez émotif. Toi, t'en penses quoi de cette sortie-là de Catherine Dorion? Ben, écoute, moi, déjà, je suis en conflit d'intérêt là, parce que je me suis fait varloper dans son livre. Là. Elle commence un chapitre avec une chronique que j'avais écrite sur elle. On m'a dit ça ce week-end. Là. J'ai des amis dans la garde rapprochée de Québec solidaire qui m'avaient envoyé l'extrait. Puis bon, ça m'a pas fait de peine, là, vraiment, mais tu sais, moi, la chronique que j'avais écrite, puis tu vas voir, il y a un lien avec tout ça, c'est justement là-dessus. C'est que moi, Dorion, j'avais de la sympathie pour elle au début parce que, justement, c'est une députée marginale, punk, dit-elle, là, qui arrivait un peu avec un cadre, dans un cadre qu'elle refusait essentiellement. Elle voulait amener un petit peu plus d'art, de la création, un peu de révolte. Et moi, franchement, je trouvais que c'était rafraîchissant, je trouvais que ça faisait du bien. Oui, le système est sclérosé, oui, c'est langue de bois, oui, c'est plate, oui, c'est hypocrite. Donc, je me suis dit, bon, ben good,
On a quelqu'un qui va venir donner des coups de pied dans la canne pour essayer de réveiller ce monde-là, en quelque sorte. Sauf que j'ai réalisé assez rapidement, et de là, la chronique que j'avais écrite, suite à l'épisode du coton ouaté, mais c'est parce que Catherine Dorion n'est pas là pour brasser la cage. Catherine Dorion est là pour faire son autopromotion. Catherine Dorion parle d'une seule personne dans la vie, puis c'est elle-même. Et ce qui l'intéresse en politique, c'est pas la justice sociale, c'est pas l'environnement, c'est pas l'égalité X ou l'égalité Y, c'est Catherine Dorion. Et si tu fais l'étude des projets de loi sur lesquels Catherine Dorion a participé pendant les 4 années où elle a été là, la réponse est qu'il n'y a rien. Elle n'a rien fait de productif à part faire des shows, justement, de coton ouaté, à part faire des shows de Doc Martin, à part montrer le poil qu'elle a en dessous des aisselles. Puis bon, je veux dire, ça rendu là, moi, je m'en fous. Mais fais quelque chose de productif aussi. Et dans la chronique, ce que je disais tout simplement, c'est pourquoi on n'utilise pas ce temps-là, cette énergie-là et cette attention qu'elle bénéficie pour des trucs constructifs. Hein, par exemple, justement, le réchauffement climatique. Et c'est là-dessus qu'elle me ramasse, elle dit « Ah ben oui, c'est ça doit être de ma faute si on ne parle pas de réchauffement climatique. C'est bien connu que tout le monde parlait de réchauffement climatique avant que j'arrive avec mon coton ouaté. » Mais la réalité, c'est que c'est un sophisme, là, je veux dire, pur et simple. Je dis pas qu'on parlait de réchauffement climatique avant son coton ouaté. Je dis simplement qu'au lieu de parler de coton ouaté, ça serait bien de parler de réchauffement climatique, qui est quand même pas la même affaire. Qui est une de ses défenses normales. Fait que pour des gens qui souhaitaient avoir des opinions différentes, par exemple à l'Assemblée nationale, tu aurais aimé que, puisqu'elle portait ces idées-là, puis ces envies-là d'en jaser, puis ces enjeux-là, qu'on soit de droite, de gauche, qu'on soit, peu importe pour quel parti politique, qu'on soit pour ou contre la priorité des enjeux du changement climatique, c'est pas ton point. Ton point, c'est puisque elle voulait le défendre, qu'elle le défende. Ben voilà, puis tu vois, c'est parce que comment je te dirais ça? Être punk à 14 ans, là, tu sais, c'est correct. Tu fais ça, ben t'es punk. Pourquoi t'es punk au secondaire? Pourquoi t'as les cheveux bleus? Ben c'est parce que, je conteste l'autorité, tu sais pas trop quoi. Mais quand t'es punk à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, puis quand je parle du mouvement punk, j'en parle de manière très, très, très positive. Parce que t'en as ici des punks. Tu connais très bien Reg Laplanche, oui. le punk par excellence, Matt Marcotte aussi. Oui. Ben oui, puis je me considère moi-même un peu punk, puis je le dis dans le bon sens du terme. Par exemple, The Clash au Royaume-Uni, c'était un groupe qui a brassé des affaires. Les Rolling Stones, Exile on Main Street, même chose. Et je trouve que c'est un mouvement qui, par définition, qui est marginal, mais qui fait évoluer parfois les trucs dans le bon sens. Or, si à 40 ans, tu es encore en train d'agir en punk de 14 ans en disant moi, puis tu veux te faire remarquer, ben là, tu m'intéresses plus vraiment, là. Puis c'est plate à dire, mais si tu veux aller en politique, oui, moi, j'encourage ça qu'on brasse la cage, puis qu'on sorte du cadre établi, puis qu'on essaie de brasser des affaires. Mais ça reste quand même une institution, là. Il y a quand même un minimum à respecter. Puis moi, je te dis, je m'en fiche complètement du coton ouaté. J'ai vraiment pas de temps à perdre avec ça. Je la critique pas pour avoir porté un coton ouaté, mais je la critique pour avoir fait ces histoires de coton ouaté, genre l'essentiel de son combat politique. Au lieu d'avoir plein d'enjeux autour. Ouais. C'est une niaiserie, là. On n'a pas le temps pour ça. Et on a gaspillé, elle a gaspillé un capital, je dirais pas de sympathie nécessairement, parce qu'il y en a plusieurs qui la détestaient, mais un capital, disons, de notoriété pour des niaiseries. Et ça, c'est franchement dommage. Mais ça a toujours été le feu et l'eau, là, entre autres avec la Ville de Québec pour Catherine Dorion. Moi, je me souviens, je travaillais pour une autre entreprise, puis, les gens avec qui je travaillais étaient vraiment contre ce qu'elle faisait. Et ils ont eu l'ouverture d'esprit de se dire, on va la prendre en chronique, on va faire des clashs, on va jaser avec. Puis moi, je trouve que c'est de la radio intelligente, ça, là, s'entourer de gens qui ne pensent pas nécessairement comme nous ou encore avec qui on peut avoir des débats. Puis je me rappelle, mon Dieu Seigneur, des gens qui me disaient, je vous écouterai plus, c'est une mauvaise idée, on vous lâche, on vous bannit. Et là, on était comme, OK, les personnes qui vont souhaiter avoir des débats d'idées vont rester, puis ils vont trouver ça intéressant. Puis elle s'était portée quand même au jeu, mais tu sais, quand tu lis une partie de son livre, quand tu lis aussi ce que son ancienne équipe a à dire de tout ça, je pense que son ancienne équipe n'était jamais sortie sur la place publique pour dire tout ça. Et peut-être que pour eux, c'était comme, c'est une erreur, on a eu Catherine Dorion, puis ça n'a pas fait, puis elle est partie, puis on va laisser faire. C'est le jeu de la politique. Mais peut-être que le livre a fait de la peine à plusieurs personnes, puis c'est là où on voit ce que peut-être t'apporte encore là. Je veux dire, chacun a son opinion. Mais ce que M. Boulian disait, entre autres, sur X, je vous rappelle, là, c'est son ancien coordonnateur des communications dans la campagne de Catherine Dorion. Il écrit
que, c'est une femme extrêmement brillante, mais qu'on devait arrêter parfois dans des idées assez rocambolesques. Il écrit Catherine, par exemple, résolument était décidée à participer à un projet de vidéo dont le scénario consistait à la voir détruire un mannequin qui représentait Justin Trudeau à coups de pelle. Puis il y a Gabriel Nadeau-Dubois puis Manon Massé qui avait dit non, on fera pas ça n'a pas de bon sens. On va intervenir, on va te convaincre de ne pas faire ce genre de geste-là qui, est plutôt punk, qui est plutôt sans barrière, puis qui veut absolument rien dire à part une atteinte physique à quelqu'un. Et au lieu de ça, on pourrait s'en prendre à ce qu'il dit, Justin Trudeau, puis avoir la contrepartie sur ses propos. Fait que c'est plusieurs choses comme ça qui sont rapportées dans le grand message. Je trouvais ça intéressant d'avoir l'envers de la médaille aussi parce que, tu as beaucoup de pouvoir quand tu as une visibilité comme Catherine Dorion pour dire ce que tu penses, peu importe ce que tu penses, que ce soit vrai ou faux, ou je veux dire, tout le monde a ses perceptions, mais l'envers de la médaille est intéressant, puis c'est sûr que là, on va en entendre parler partout, puis même au sein de cette prise de parole-là, de son ancien coordonnateur des communications, et il avoue, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois est imparfait, Manon Massé est imparfaite, QS est imparfait, mais il en demeure pas moins que si Catherine a quitté la vie politique avec une réputation somme toute assez bonne, c'est uniquement parce qu'elle a toujours eu le soutien de l'équipe, non seulement de Gabriel, mais aussi des autres députés et surtout du personnel. Fait qu'il y en a une couple qui sont comme tristes et déçus de voir la manière dont c'est abordé. Ça, je peux te dire de source très, très sûre que Nadeau-Dubois a été drôlement ébranlé ce week-end. Drôlement ébranlé. Je trouve ça drôlement injuste, justement pour les raisons soulevées par Bouliane. Hein, le texte de Bouliane, que je connais pas par ailleurs. Je l'enverrai. Il est ultra, mais je l'ai lu, mais je connais pas la personne. Ah, OK, la personne. Bouliane, mais je trouve ça ultra méga pertinent d'amener cet éclairage-là. Puis, Nadeau-Dubois, lui, ce qu'il dit, c'est écoute, je dis, moi, je comprends là, vouloir être punk et tout, mais c'est parce que c'est pas une raison pour donner des coups de pelle d'en face à un mannequin. Je veux dire, être punk, c'est pas d'être violent quant à l'intégrité de la personne. Ça n'a rien à voir. Et puis là, c'est parce que reste qu'on fait de la politique. Puis le pire là-dedans, c'est que tu l'as dit, en fait, Bouliane l'a dit, puis tu l'as dit indirectement. Nadeau-Dubois a toujours protégé Dorion sur la place publique, là. Il n'a pas garoché en bas de l'autobus. Donc, moi, tout ça pour dire que cette espèce de livre-là, c'est clairement un livre de reddition de comptes, revanchard, où Dorion se remet de l'avant, évidemment, moi, mon nombril. Et comme par hasard, ça survient 2 semaines avant le vote de confiance qu'aura à passer Nadeau-Dubois chez Québec, au prochain congrès de Québec solidaire. Disons que le timing est absolument épouvantable pour lui. Je vais terminer avec le fait que Le Devoir rapportait dans son article sur justement le livre de Catherine Dorion que la femme de 41 ans admet avoir eu des doutes en rédigeant le livre. On dit notamment qu'elle avait une crainte que certains passages soient repris par les commentateurs de droite pour tenter d'affaiblir la gauche. Puis elle disait, mais en même temps, ça va être momentané. Je pense que l'éclairage que j'apporte peut amener des débats et des réflexions qui peuvent être bénéfiques à plus long terme. C'est dur de se positionner, mais en ce moment où ça choque le plus puis ça bouille le plus, c'est du côté de la gauche envers la gauche. C'est ça qui est impressionnant là, dans ce qui est rendu. Mais bon, si vous voulez le lire, c'est possible. Tête brûlée, c'est le livre de Catherine Dorion. Puis aussi aller voir peut-être le texte de M. Bouliane sur X qui, somme toute, a utilisé son courage pour le faire parce que d'après moi, ça sera pas très, très facile pour la suite des choses pour tous et chacun. Mais Frédéric, je peux pas te laisser partir sans parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Encore une fois, des choses absolument épouvantables. La violence inédite. Israël et le Hamas qui sont en guerre. On est au jour 38 aujourd'hui. Dans les dernières heures, ce qu'on apprenait, c'est que, opération humanitaire qui cesserait sous 48 heures. Il n'y a plus de carburant dans la bande de Gaza où les hôpitaux du nord du territoire sont pris au piège. Il y a des combats entre Israël et le Hamas. Mais là, c'est désormais hors service selon le mouvement islamiste palestinien. C'est encore une guerre entre Israël et le Hamas, mais il y a tellement de civils qui sont... moi, je voyais des images en plus récemment sur TikTok puis Instagram, c'est épouvantable. Là. Au moins 11 excuse-moi. Ce que j'ai ici, là, c'est plus de 10 000 personnes, essentiellement des civils qui ont été tués, incluant près de 5 000 enfants, 3 000 femmes. Ça, c'est juste à Gaza depuis le début de la guerre. Puis, ce que je voyais aussi en fin de semaine, dans tout ce qui est influenceurs, c'est des gens qui ont perdu peut-être des 2 000, des 3 000 abonnés, selon qui est-ce qu'ils défendent dans tout ça. Il y a vraiment 2 clans, même à l'international, selon d'où tu es, émotivement, qui sont en train de se créer, puis créer des mini-guerres d'opinion puis d'idéologie.
sur les réseaux sociaux, en même temps qu'une guerre d'une violence et d'une gravité exécrable de ce qu'on voit au Moyen-Orient. Tu as ton mot à dire là-dessus, c'est sûr, là. Ben, écoute, je vais te raconter une anecdote assez révélatrice, je pense, de ce que tu viens de soulever à propos. J'ai publié, c'est Élise Gravel qui est une dessinatrice, elle fait des super BD, elle est vraiment exceptionnelle. Elle a juste écrit, écoute, c'est une image, là, tout simplement, et c'était écrit un truc du genre arrêtez de bombarder des enfants. OK? C'est tout. Oui. Arrêtez de bombarder des enfants. Il y a 6 mots. 5 mots. Ça me semble pas très, très controversé comme propos, là. Arrêtez de bombarder des enfants. J'ose croire que c'est encore assez consensuel. Alors moi, j'ai pris cette image-là, je l'ai mis sur Facebook, sans commentaire, rien, là. Juste arrêtez de bombarder des enfants. J'ai mis propriété intellectuelle Élise Gravel, c'est tout. Écoute, le carnage sur mon fil Facebook, le carnage. Je me suis fait rentrer dedans en disant que c'était écœurant, que ça manque de nuances, que j'attaque Israël par la bande, laissant sous-entendre que je pourrais même être antisémite. Je veux dire, hey, wow, 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 wow. On va se calmer, là. Je suis allé en Israël, je connais Israël, j'ai fait des reportages sur Israël, je suis allé à Auschwitz, j'ai fait des reportages sur Auschwitz. Je connais très bien la situation là-bas. Pas parfaitement, mais je la connais très bien. Et là, tout ce que je te dis, c'est qu'il faudrait arrêter de bombarder des enfants. Quelle position spéciale pour se faire ramasser, on s'entend, là, peu importe, les enfants sont doux. Là, Puis si tu fais ramasser en disant qu'il faudrait arrêter de bombarder des enfants, là, ça commence à être de l'intimidation, là. Ouais. Mais il s'en passe, ça, de l'intimidation, même à Montréal. On est des relents de ça. Encore une fois, en fin de semaine, il y a une école d'enfants, bien sûr, là, Oui. des écoliers, qui a été la proie de cibles de violence, Oui. là. En fait, il y a eu 2 écoles. Il y en avait une autre Une la avant, semaine dernière, oui. je ne me trompe pas, oui. Plus Oui. que l'événement que tu viens d'expliquer. Et ça, moi, ça me désole aussi tout autant. Parce que penses-tu, toi, que les Juifs montréalais ont quelque chose à voir avec ce qui se passe avec Netanyahou? C'est pas de leur faute. Quand même que tu vas tirer. Mais là, puis, by the way, là, on tire sur des écoles, là. Pensons-y. Là, laissons faire ce qui se passe au Moyen-Orient, là. Et là, je te dis n'importe quoi. Tu as une école à Québec qui a reçu des coups de feu pendant la nuit. Tout le monde va virer fou en disant, mais c'est quoi cette affaire-là? Mhm. Or, là, quand même qu'il se passe quelque chose en Israël, puis quand même qu'on est en désaccord avec ce que fait Netanyahou, c'est quand même pas une raison pour aller tirer sur des écoles, là. Non, la violence amène la violence, là. C'est ça qu'on Ben est non, en mais train de c'est voir, sûr. là. Puis, oublie pas aussi qu'il y a eu des synagogues qui ont été vandalisées. Puis moi, des amis juifs, là, j'en ai un sacré paquet, notamment à Montréal. Puis crois-moi qu'ils ont peur parce que les Juifs ont joué dans le pire film de l'histoire, c'est-à-dire l'Holocauste. Et là, quand ils voient des événements comme ceux-là, écoute, c'est des balles de fusil ou de carabine, là. Je veux dire, c'est pas des farces. Alors, eux revoient le film tranquillement, puis là, je te dis pas qu'on va se rendre à l'Holocauste, c'est pas ça, évidemment, mais cette espèce de violence très ciblée, ultra, méga haineuse et politique, je veux dire, je les comprends, moi, de capoter. Puis la plupart de gens qui m'écrivent là-dessus, mes amis juifs, donc justement, sont contre Netanyahou. Puis ils te disent c'est un raciste, puis il devait s'en aller avant que le Hamas ait fait ce qu'il a fait le 7 octobre. Ouais. Ils sont catastrophés. Rappelons que le peuple même est en train de se lier d'opinion politique pour tasser Benjamin Netanyahou. Et là, le Hamas est arrivé, ce qui a fait en sorte que ils se sont rassemblés derrière Benjamin Netanyahou émotivement par les pertes humaines qu'ils ont eues. Exact. En plein ça, tu as tout à fait raison. Écoute, quand j'étais à Tel Aviv, j'ai vu parmi les manifestations peut-être les plus spectaculaires que j'ai vues de ma vie, c'était des manifs de Juifs en très bonne partie contre le gouvernement de Netanyahou, où il l'appelait le crime minister. Penses-tu? Oui, Or, là, écoute, le Hamas serait payé par Netanyahou, que je ne serais pas surpris. Je veux dire, c'est l'espèce de prétexte par excellence. Alors, nous, si on est à Montréal, on est à Québec ou ailleurs, on va quand même pas faire payer le prix à des Juifs de ce qui se passe là-bas. C'est complètement absurde. Puis ce que je dis là, tu l'auras compris, ça vaut à 1000% pour les Palestiniens ou pour les musulmans.
c'est quand même pas de leur faute ce qui arrive. Là. Je veux dire, t'es palestinien, tu fais pas partie du Hamas. Là. Non, puis tu peux être émotif par rapport à ce qui se passe aussi. Ben Puis, tu sais, le Hamas se cache dans des sols d'école, des hôpitaux. Ils font exprès de prendre des enfants comme bouclier bien humain. sûr. C'est dégueulasse, ça. Je m'excuse du mot, là, Ben mais je oui. m'excuse pas en même temps. Je veux dire, le meilleur recrutement pour le Hamas en ce moment, ben, c'est ce que les Israéliens font. Puis, de part et d'autre, je veux dire, le Hamas, Bien sûr. en créant justement toute cette violence-là, ben, ligue les Israéliens contre eux. Ils sont en train de se monter la pire campagne de propagande, si on veut, dans ces deux clans-là. Puis finalement, personne n'y gagne. Ce n'est que de violence. Puis c'est des grandes pertes civiles puis de Te qualité rappelles-tu humaine. la première chronique qu'on a faite ensemble sur ce sujet-là, il y a fait peut-être 3 semaines, un mois, on avait dit exactement la chose suivante. C'est pas une guerre. Tu sais, quand les gens présentent ça comme une guerre, oui, c'en est une, mais c'en est pas une en même temps, parce qu'on parle pas de deux gouvernements qui se tapent sur la gueule. On parle d'un gouvernement puis d'une organisation terroriste. Ceci dit, le gouvernement de Netanyahou, parfois, c'est du terrorisme lui-même, là, mais ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, d'aller se battre contre un regroupement terroriste, ça peut pas bien finir. Puis là, je te dis pas qu'il y a une solution, puis je te dis pas qu'il faut rien faire, mais évidemment pas. Mais ce que je te dis, c'est que les plus grandes victimes, les premières victimes du Hamas sont les Palestiniens, en quelque sorte. Tu l'as dit très bien toi-même. Tu en vas te cacher dans des hôpitaux, sachant que l'hôpital va exploser. Parce Mais qu'on qui est vise pris le en Hamas. otage? Ben, c'est les civils de la place. Puis, tu sais, quand tu disais les enfants, toi, tu es rendu à 5 000. Je pense qu'il y a 2 jours, j'avais lu 4 400. Il en passe plusieurs centaines par jour et c'est non seulement, évidemment, moralement inacceptable, mais c'est en contravention claire et nette avec le droit international humanitaire notamment. Et puis la communauté internationale regarde tout ça, puis au lieu d'agir, d'essayer de faire quoi que ce soit, elle dit à Netanyahou, OK, vas-y, va lui casser la gueule. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait, Netanyahou? Il va lui casser la gueule. Et le jour où Joe Biden dit à Netanyahou, OK, là, ça va faire, mais je te garantis que ça va arrêter, ça va prendre 1 seconde et demie. Pourquoi? Parce qu'Israël ne peut pas exister sans l'appui de Washington. C'est ça la réalité. Donc, ultimement, si on cherche un coupable, moi, je te dirais qu'il est probablement autant au sud de la frontière qu'ailleurs. J'ai l'impression que c'est autant occidental que c'est du Moyen-Orient. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. On se reparle lundi prochain. On te souhaite une excellente semaine, Frédéric Bérard. Tu es chroniqueur ici à l'RCV, mais aussi avocat, bien sûr.